Le ciel commençait déjà à se teinter d'orange, quand Louise comprit qu'elle s'était trop éloignée du chemin principal. À cette heure, les collines de l'arrière-pays provençal se ressemblaient en toutes, et ce qui devait être un raccourci pour arriver plus vite chez sa tante à Bormes s'était transformé en un piège silencieux. La carte qu'elle portait, pliée dans la poche de son jean, était maintenant humide de la sueur de ses mains nerveuses. Louise ajusta son sac à dos et regarda autour d'elle. La végétation tortueuse de la garrigue semblait l'observer, et le vent tiède chuchotait entre les feuilles sèches. Il n'y avait aucun signe de la route, seulement un terrain pierreux qui s'étendait de toutes parts. Sa gourde d'eau était déjà presque vide, et l'après-midi avançait bien trop vite à son goût. Encore un petit effort, murmura-t-elle pour elle-même, en marchant vers une petite élévation d'où elle espérait apercevoir un signe de civilisation. Le sol semblait ferme sous ses pieds, jusqu'à ce que, en un instant, il ne le soit plus. Le cri resta coincé dans sa gorge quand elle sentit son corps chuter. Tout fut si rapide qu'elle eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait. Ses mains griffèrent à la terre et les racines dans une tentative désespérée de s'agripper à quelque chose. Un choc sourd, de l'eau glacée jusqu'aux genoux, puis le silence oppressant. Louise cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'adapter sa vision à la pénombre soudaine. Elle était dans un vieux puits, étroit, aux parois couvertes de mousse et de racines apparentes. L'eau trouble lui arrivait jusqu'aux genoux, froide comme une rivière en hiver. Au-dessus d'elle, à environ 6 mètres de hauteur, un cercle parfait de ciel orangé se moquait de sa situation. « Au secours !» cria-t-elle, sentant sa voix trembler. « Aidez-moi !» Seul l'écho de sa propre voix lui répondit, ricochant sur les parois humides. Louise essaya de grimper, mais les pierres instables cédaient sous ses doigts, et elle glissait de nouveau dans l'eau. Ses ongles se cassèrent, et de petites coupures commencèrent à la brûler. La peur grandissait dans sa poitrine comme une plante vénéneuse, suffocante et froide. À des kilomètres de là, Antoine finissait de vérifier la clôture du pâturage nord du mas de la Belle Espérance. À 35 ans, il connaissait chaque parcelle de ses terres comme la paume de sa main calleuse. Vêtu d'un pantalon de toile délavé, d'une chemise à carreaux aux manches retroussées et de son inséparable chapeau de cuir, il caressait, le flanc de Tonnerre, son cheval alezan qui l'accompagnait fidèlement depuis 8 ans. « Bon travail aujourd'hui, mon grand », dit-il à l'animal en rangeant ses outils dans la sacoche de cuir. C'est alors que le vent apporta quelque chose à ses oreilles, un cri lointain, presque imperceptible, mais chargé de désespoir. Antoine se figea, essayant d'identifier la direction du son. Cela aurait pu n'être que le cri d'un oiseau, ou peut-être le vent dans les feuilles, mais quelque chose au fond de lui disait que ce n'était rien de tout cela. Il monta sur Tonnerre et se dirigea dans la direction du son. Traversant le pâturage et pénétrant dans une zone plus élevée et rocailleuse qu'il visitait rarement. Le soleil commençait à se coucher, colorant l'horizon de rouge et d'or, quand il entendit à nouveau, plus faible cette fois, mais indubitablement humain. Il mit pied à terre et attacha Tonnerre à un arbuste robuste. D'un pas prudent, il s'approcha d'une zone où les broussailles poussaient plus haut. C'est alors qu'il vit une ouverture dans le sol comme une bouche sombre avalant la lumière du crépuscule. « Y a quelqu'un » cria-t-il en s'agenouillant près du bord. Au fond du puits, Louise sentit son cœur bondir. Une voix réelle, pas un écho ou un délire de sa peur grandissante. Des larmes de soulagement jaillirent de ses yeux. « Ici, je suis... »« En bas !» cria-t-elle de toutes ses forces. « Je suis tombée dans un puits et je ne peux pas sortir. » Antoine se pencha davantage, et au fond de l'obscurité, il entrevit une paire d'yeux brillants qui reflétaient le dernier rayon de soleil. Il évalua la situation avec le calme de celui qui a déjà affronté de nombreuses urgences dans la vie solitaire de la campagne. « Restez calme », dit-il d'une voix ferme, qui transmit une sécurité qui fit respirer Louise plus lentement. « Je vais vous sortir de là, comment vous appelez-vous »« Louise », répondit-elle, sentant sa voix faiblir. « Louise Mercier. Je suis Antoine Dubois. Tenez bon, Louise. Je vais chercher ce qu'il faut et je reviens tout de suite. » Antoine calcula mentalement ce dont il aurait besoin pour le sauvetage. La ferme était à près de 20 minutes, à cheval, et la nuit approchait rapidement. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Ne partez pas !»
supplia Louise, la panique revenant dans sa voix. « Je ne vous abandonnerai pas, répondit-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit croire Louise entièrement à cette promesse. Je dois chercher une corde et quelques autres choses. Continuez à me parler pendant que je me prépare. Comment savoir que vous reviendrez ? Demanda-t-elle, détestant le tremblement dans sa voix, mais incapable de le contrôler. Antoine retira un instant son chapeau, révélant des cheveux noirs et épais. Son visage hâlé par le soleil avait des rides profondes autour des yeux, marque de quelqu'un qui passe ses journées sous le ciel ouvert. Mais c'était dans son regard que résidait sa véritable force, des yeux marron foncé qui transmettaient une assurance silencieuse. « Parce que j'ai donné ma parole », répondit-il simplement. Et dans la campagne, la parole d'un homme est tout ce qu'il a. Tandis qu'Antoine montait sur Tonnerre et partait au galop vers la ferme, Louise se serra contre elle-même, tremblant non seulement de froid, mais d'un étrange soulagement. L'eau glacée continuait de châtier ses jambes, mais maintenant, l'espoir flottait dans l'air comme l'odeur lointaine de la pluie. À l'horizon, les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel, témoins silencieux d'une rencontre improbable, qui aucun des deux ne le savait encore, changerait leur vie pour toujours. Antoine arriva au mas de la Belle Espérance le cœur battant, moins par l'effort physique que par l'urgence qu'il portait en lui. Tonnerre soufflait encore, reprenant son souffle après la course que le fermier sautait déjà de selle et courait vers la grange à outils. Le ciel était presque complètement sombre maintenant, avec seulement une fine ligne orangée marquant l'horizon. Son chien Rock, un bâtard au poil jaunâtre et au regard attentif, s'approcha en remuant la queue, mais comprit vite que ce n'était pas l'heure de jouer. Antoine ouvrit l'armoire en bois où il rangeait son équipement et commença à sélectionner ce dont il aurait besoin. Une corde de chanvre épaisse, une lanterne puissante, une gourde d'eau fraîche, une couverture de laine et une petite trousse de premier secours. « Tout va bien se passer », murmura-t-il pour lui-même, comme s'il avait besoin d'entendre les mots à voix haute pour y croire. La vérité était qu'il n'avait aucune idée de l'état de la jeune femme à ce moment-là. Les vieux puits pouvaient être traîtres, avec des parois instables et une profondeur d'eau imprévisible. Tout en attachant le tout en un paquet compact qu'il pourrait transporter sur le dos de Tonnerre, il songea à appeler un voisin pour l'aider. Mais la ferme la plus proche était à près d'1 heure de distance, et chaque minute était précieuse. Il devrait compter sur ses propres forces et son expérience. Antoine remonta en selle et avec un sifflement pour Rock qui signifiait « reste et garde », il repartit vers le puits. L'obscurité dominait déjà le paysage, mais Tonnerre connaissait le chemin comme s'il avait une carte gravée dans sa mémoire. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel clair, et la lune croissante offrait une lumière argentée qui baignait la garrigue d'un éclat presque fantomatique. Pendant ce temps, au fond du puits, Louise luttait contre le désespoir grandissant. Le froid augmentait à mesure que la nuit avançait, et ses jambes étaient déjà engourdies dans l'eau glacée. Elle essayait de rester en mouvement, mais l'espace étroit limitait ses gestes. Pour chasser la peur, elle se mit à chanter à voix basse des chansons que sa grand-mère lui avait apprises dans son enfance. Des mélodies simples qui parlèrent d'espoir, de foi et de persévérance. Quand elle entendit le bruit de sabots approcher, sa voix se brisa au milieu d'une strophe. Peu après, la lumière d'une lanterne fendit l'obscurité au-dessus d'elle, et la voix grave et tranquille d'Antoine descendit jusqu'à elle, comme une couverture chaude. « Louise, je suis de retour. Je vais vous sortir de là maintenant. » Les larmes vinrent instantanément, cette fois de pur soulagement. « Je croyais que vous ne reviendriez pas, » avoua-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai dit que je reviendrais, » répondit-il simplement, comme si l'idée de ne pas tenir une promesse était incompréhensible. Antoine attacha la lanterne à une branche voisine, de manière à éclairer l'intérieur du puits. Puis, avec des gestes calculés, il noua une extrémité de la corde à un gros tronc de chêne vert et testa plusieurs fois sa solidité avant de lancer l'autre bout dans le puits. « Vous voyez la corde ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Louise, tendant les bras pour l'atteindre. Ses mains étaient si froides qu'elle sentait à peine ses doigts. Mais elle attrapa la corde de toutes ses forces. « Attachez la corde autour de votre taille », l'instruisit Antoine. «
Faites un nœud solide et prévenez-moi. Je vais vous hisser, mais j'ai besoin que vous m'aidiez en essayant de grimper contre la paroi avec vos pieds. » Louise suivit les instructions, ses doigts maladroits luttant avec le nœud. Quand elle réussit enfin, elle cria « C'est bon! Maintenant, tenez bon. » « On y va, doucement, » dit-il. Antoine commença à tirer avec une force contrôlée, ses muscles tendus par l'effort. Louise essayait d'aider, appuyant ses pieds sur les aspérités de la paroi du puits, mais elle glissait constamment sur la surface couverte de mousse. Chaque centimètre gagné était une petite victoire. « Vous vous débrouillez très bien », l'encouragea Antoine, sentant la sueur couler dans son dos malgré le froid de la nuit. Encore un petit effort. Après ce qui parut une éternité, les mains de Louise atteignirent enfin le bord du puits. Antoine lâcha la corde et la saisit par les bras, la tirant en sécurité avec un dernier effort. Elle s'effondra sur la terre ferme, haletante et tremblante, pendant qu'il défaisait rapidement la corde de sa taille. Un instant, ils restèrent là, reprenant leur souffle. Elle allongeait sur le sol et lui agenouillait à ses côtés. La lumière de la lanterne révélait le visage délicat de Louise, encadré de cheveux châtains maintenant trempés et sales de boue. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'un mélange d'épuisement et de gratitude. « Merci », murmura-t-elle, quand elle retrouva enfin sa voix. « Vous m'avez sauvé la vie. » Antoine hocha simplement la tête, gêné par les remerciements. Il prit la couverture de laine et l'enveloppa soigneusement. « Vous êtes trempé et la nuit est froide. Il faut partir d'ici avant que vous n'attrapiez une pneumonie. » Il tenta de l'aider à se mettre debout, mais les jambes de Louise cédèrent immédiatement. Des heures dans l'eau glacée avaient drainé ses forces, et elle pouvait à peine se tenir droite. Sans hésiter, Antoine la prit dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait. Ou peut-être était-ce juste l'adrénaline qui courait encore dans ses veines, qui rendait son poids insignifiant. Louise ne protesta pas. Au lieu de cela, elle se laissa blottir contre sa poitrine, absorbant la chaleur qui émanait de son corps. « Ma maison n'est pas loin d'ici, » dit-il en la portant jusqu'à Tonnerre. « Je vais vous y emmener. Vous pourrez vous sécher, vous réchauffer et vous reposer. » Avec une habileté née d'années de pratique, Antoine réussit à monter sur Tonnerre tout en portant Louise. Il la positionna devant la selle, la maintenant en sécurité avec un bras autour de sa taille, tandis que l'autre main tenait les rênes. Le chemin du retour se fit en silence, rompu seulement par le bruit des sabots de Tonnerre contre le sol et le cri occasionnel d'une chouette. Louise, enveloppée dans la couverture et la chaleur d'Antoine, ressentait une étrange sensation de sécurité qui contrastait avec la terreur éprouvée quelques heures plus tôt. Il y avait quelque chose dans la présence silencieuse de cet homme qui transmettait une solidité réconfortante, comme s'il était une ancre au milieu de la tempête que sa vie était devenue. Quand ils aperçurent enfin les lumières de la ferme, Louise sentit une vague de soulagement si intense qu'elle faillit pleurer à nouveau. La maison était un mât simple, en pierre avec un toit de tuiles. Mais à ce moment-là, il semblait l'endroit le plus accueillant du monde. Roch vint les accueillir, aboyant joyeusement jusqu'à ce qu'il reconnaisse son maître. Antoine descendit, avec précaution, portant toujours Louise, et la fit entrer dans la maison. L'intérieur était modeste mais propre et organisé. Un petit salon avec un canapé en cuir usé, une table en bois sombre avec 4 chaises, et une cuisinière à bois qui dominait un coin de la cuisine intégrée. « Je vais allumer le feu, » dit-il en la déposant doucement sur le canapé. « Vous devez vous réchauffer. » Pendant qu'Antoine alimentait la cuisinière avec du petit bois sec, Louise observait chacun de ses mouvements, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé. Quelques heures plus tôt, elle était perdue et désespérée, certaine qu'elle mourrait dans ce puits oublié. Maintenant, elle était dans la maison d'un inconnu qui avait risqué sa propre sécurité pour la sauver, sans rien demander en retour. L'odeur de café frais emplit la maison, tandis qu'Antoine remuait, la cuillère dans la cafetière en fer sur la cuisinière à bois. Louise, maintenant vêtue d'une chemise trop grande et d'un pantalon en coton qu'il avait mis de côté pour elle, était assise sur une chaise près du feu, enveloppée dans un plaid en patchwork fait main. Ses cheveux humides séchaient lentement, formant des ondulations douces qui encadraient son visage encore pâle. « Du sucre ?» demanda Antoine, sa voix grave brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Oui, s'il vous plaît », répondit-elle, en le regardant servir le café dans 2 tasses en émail bleu, usées par le temps.
Ses mouvements étaient de précis, sans gaspillage, comme ceux de quelqu'un habitué à tout faire seul. Quand il lui tendit la tasse, leurs doigts se touchèrent brièvement et Louise sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Elle tint la tasse à deux mains, laissant la chaleur pénétrer sa peau encore fraîche. La première gorgée fut comme un baume, fort, doux et réconfortant. « C'est le meilleur café que j'ai jamais bu », dit-elle avec un sourire sincère. Antoine s'assit sur la chaise d'en face, tenant sa propre tasse. Un léger sourire, presque imperceptible, courba le coin de ses lèvres. « Café de la ferme, ma propre récolte », répondit-il simplement, soufflant sur la boisson chaude, avant de prendre une gorgée. Le silence revint, mais il n'était pas gênant. Le crépitement du bois dans la cuisinière, le sifflement occasionnel du vent dans les fentes de la fenêtre et le tic-tac de la vieille horloge murale composaient une symphonie rurale qui calmait les nerfs encore agités de Louise. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle finalement, plus par curiosité sincère que par besoin de rompre le silence. Antoine hocha la tête. « Depuis 8 ans, depuis que mon père est décédé et m'a laissé la ferme. »« Ça doit être solitaire ?» commenta-t-elle sans réfléchir. « La solitude ne dérange que ceux qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, » répondit-il, regardant au-delà d'elle à travers la fenêtre, l'obscurité parsemée d'étoiles. Puis, comme s'il réalisait que sa réponse sonnait trop philosophique, il ajouta « Et puis, j'ai Rock et les animaux. » Comme s'il avait entendu son nom, le chien bâtard entra dans la cuisine et se coucha aux pieds d'Antoine, regardant Louise avec une curiosité prudente. « Il a l'air de vous apprécier, » observa-t-elle. « Il sait à qui il peut faire confiance, » répondit Antoine en se penchant pour gratter derrière les oreilles de l'animal. Les animaux ont un 6e sens pour ces choses-là. Louise but une autre gorgée de café, sentant la chaleur se répandre dans son corps. Les tremblements avaient cessé, mais une fatigue profonde commençait à peser sur ses os. « Je dois perturber votre routine, » dit-elle, soudain consciente d'être une intruse dans cet espace si personnel. Antoine leva les yeux vers elle. C'étaient des yeux sombres, profonds, qui semblaient voir au-delà des mots. « Vous ne dérangez pas, » dit-il avec simplicité. « Demain matin, je vous emmènerai en ville. Quelqu'un vous attend ?» Louise expliqua qu'elle se rendait chez sa tante à Bormès, où elle devait passer quelques semaines de vacances, après avoir terminé ses études d'infirmière à Lyon. Elle raconta comment elle s'était perdue en essayant de couper à travers la garrigue, se fiant trop à la carte imprimée qu'elle portait. « Ma tante doit être inquiète. J'étais censée arriver avant la tombée de la nuit, » conclut-elle, ressentant une pointe de culpabilité. « Il y a un téléphone à l'épicerie du père Vidal, à environ 2 kilomètres d'ici. Nous pourrons y aller demain matin pour que... » « Vous préveniez votre tante, » proposa Antoine. La fatigue finit par vaincre Louise. Un bâillement lui échappa, et elle tenta de le dissimuler en couvrant sa bouche avec sa main. « Vous avez besoin de repos, » dit Antoine en se levant. « Vous pouvez prendre ma chambre. Je dormirai ici dans le salon. » Louise essaya de protester, mais il fut ferme. Il la conduisit à une petite chambre au fond de la maison. C'était une pièce simple, avec un lit, une place couverte d'un couvre-lit en patchwork semblable au plaid qu'elle portait, une armoire en bois sombre et une petite table avec une lampe à pétrole. Au mur, quelques photographies en noir et blanc, des visages sérieux qui partageaient les mêmes traits forts qu'Antoine. « Votre famille ?» demanda-t-elle en montrant les photos. « Mes parents et grands-parents » confirma-t-il. Tous nés et élevés sur cette terre. Il y avait une dignité silencieuse dans sa façon de parler de ses racines, une fierté sans prétention que Louise admira instantanément. « Merci pour tout, Antoine, » dit-elle, sentant que les mots étaient insuffisants pour exprimer sa gratitude. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous ne m'aviez pas trouvé. »« Reposez-vous maintenant, » répondit-il avec un bref hochement de tête avant de sortir et de fermer doucement la porte derrière lui. Louise s'allongea sur le lit, sentant l'odeur de savon de Marseille dans les draps propres. Malgré l'extrême fatigue, elle resta éveillée un moment, écoutant les bruits nocturnes de la ferme, le meuglement lointain du bétail, le chant occasionnel d'un grillon, et les pas d'Antoine dans le salon, préparant son lit de fortune pour la nuit. Elle pensa à la façon dont la vie pouvait changer en quelques heures.
Le matin, elle n'était qu'une jeune femme de la ville rendant visite à sa famille à la campagne. Maintenant, elle était allongée dans le lit d'un étranger qui avait risqué sa propre sécurité pour la sauver. Un homme de peu de mots, mais dont les actions en disaient long sur son caractère. Le lendemain matin, Louise se réveilla avec l'odeur de café frais et le bruit de casserole dans la cuisine. Un instant, elle fut désorientée jusqu'à ce que les souvenirs de la veille lui reviennent. Elle se leva ressentant des douleurs dans des muscles qu'elle ne savait même pas qu'elle avait, conséquence de l'effort pour sortir du puits. En entrant dans la cuisine, elle trouva Antoine déjà habillé pour le travail. Pantalon de toile, chemise à carreaux et bottes en cuir. Il préparait un petit déjeuner simple, œufs brouillés, fromage de chèvre frais, pain de campagne et café. « Bonjour », dit-elle, encore un peu timide en sa présence. « Bonjour », répondit-il en indiquant la table d'un geste. « Asseyez-vous, vous devez reprendre des forces. » Le petit déjeuner se déroula dans un silence confortable, rompu seulement par des commentaires occasionnels sur le temps, qui promettaient d'être chaud, et sur le fait que les œufs venaient des poules élevées à la ferme. Après avoir mangé, Antoine montra à Louise où se trouvait la petite salle de bain extérieure, avec une douche dont l'eau était chauffée par le soleil dans des réservoirs spéciaux. Quand elle sortit, propre et ragaillardie, il avait déjà scellé tonnerre et attendait dans la cour. « Allons à l'épicerie du père Vidal pour que vous téléphoniez à votre tante », dit-il en lui tendant la main pour l'aider à monter. Le trajet jusqu'à l'épicerie fut tranquille, avec Louise assise derrière Antoine sur la selle, se tenant timidement à sa taille. Le paysage de la garrigue était éblouissant à la lumière du matin. Des arbres tordus, des fleurs sauvages, et au loin, le contour bleuté des montagnes. L'épicerie du père Vidal était le genre d'établissement qui semblait figé dans le temps, à la fois épicerie, bar et point de rencontre de la communauté rurale. Quelques hommes jouaient au domino sur une table en bois usé, tandis que d'autres discutaient, accoudés au comptoir, des tasses de café dans leurs mains calleuses. Quand ils entrèrent, toutes les conversations cessèrent momentanément. Des regards curieux suivirent le couple improbable, le fermier solitaire et la jeune femme de la ville. Antoine salua tout le monde d'un hochement de tête et conduisit Louise jusqu'au téléphone fixe installé dans un coin, près du comptoir de confiserie. « Je suis là-bas », dit-il en montrant le comptoir où le père Vidal, un homme aux cheveux blancs et au visage ridé par le soleil, servait du café. « Prenez votre temps. » Louise appela sa tante, expliquant ce qui s'était passé et la rassurant. La conversation fut longue, sa tante alternant entre le soulagement de la savoir en sécurité et l'inquiétude face aux circonstances. « Ne t'en fais pas, tante Régine. Je vais bien. Monsieur Dubois m'a sauvé et a été très gentil. Oui, il va m'amener à Bormes aujourd'hui. Non, pas besoin de venir me chercher. C'est mieux que je vienne jusqu'à toi. » Quand elle raccrocha enfin, elle remarqua qu'Antoine parlait à voix basse avec le père Vidal, qui lui lançait occasionnellement des regards. En s'approchant, elle comprit qu'il parlait du meilleur chemin pour Bormes, compte tenu des routes qui pourraient être en mauvais état après les dernières pluies. « Tout va bien ?» demanda Antoine quand elle les rejoignit. « Oui », répondit Louise. « Ma tante était inquiète, mais elle est soulagée de savoir que je vais bien. Elle habite à la sortie en direction d'Arles. Vous connaissez l'endroit ?» Antoine hocha la tête. « Je connais bien. On peut partir après le déjeuner, si ça vous va. J'ai quelques petites choses à régler à la ferme avant. » C'est ainsi que Louise finit par passer quelques heures de plus au mas de la Belle Espérance. Pendant qu'Antoine s'occupait du bétail et réparait une clôture cassée, elle proposa son aide pour de petites tâches à la maison, balayer la terrasse, laver les tasses du petit déjeuner, nourrir les poules dans la cour. Après avoir nourri les poules, Louise observait l'horizon de la garrigue depuis la terrasse de la maison, admirant comment le soleil de l'après-midi peignait les arbres tordus de tons dorés. C'était un monde complètement différent du Lyon, qu'elle connaissait, avec ses immeubles, ses klaxons et le rythme effréné qui ne s'arrêtait jamais. Ici, le temps semblait s'écouler différemment, plus en phase avec le mouvement des nuages et le cycle du soleil. Antoine revint du pâturage monté sur tonnerre, son chapeau protégeant son visage du soleil ardent. Il y avait quelque chose, dans sa façon de se mouvoir, une confiance tranquille, une harmonie avec la terre qui le soutenait, que Louise ne pouvait s'empêcher d'admirer,
Il descendit de cheval avec un mouvement fluide, comme si l'homme et le cheval faisaient partie d'un même être. « Vous aimez le poulet fermier » demanda-t-il en retirant son chapeau en s'approchant de la terrasse. « Je pensais en préparer qu'un avant de vous emmener à Bormes. »« J'adore » répondit Louise, surprise par l'invitation implicite. « Je peux aider à la préparation ? Je me sens un peu inutile à juste attendre. » Un léger sourire passa sur les lèvres d'Antoine. « Je n'ai jamais eu d'aide en cuisine. Ça pourrait être intéressant. » Dans la petite cuisine, Antoine se révéla un cuisinier habile, se déplaçant avec la même efficacité qu'il démontrait au champ. Pendant qu'il nettoyait et coupait le poulet, Louise épluchait des pommes, de terre et du panais pour accompagner. L'espace limité les obligeait à travailler proches l'un de l'autre, leur corps se frôlant occasionnellement dans une danse improvisée qui laissait dans l'air une tension douce et inexplicable. « Où avez-vous appris à si bien cuisiner ?» demanda-t-elle en le regardant assaisonner la viande avec des herbes fraîches du jardin. « C'est ma mère qui m'a appris », répondit-il après un moment d'hésitation. « Après qu'elle soit tombée malade, j'ai commencé à préparer les repas. Elle disait qu'un homme ne doit dépendre de personne pour bien se nourrir. Elle semble avoir été une femme sage. Elle l'était, acquiesça-t-il, et quelque chose dans sa voix changea, devenant plus doux. Elle est décédée, il y a 12 ans. Un cancer. Elle s'est battue jusqu'au bout, comme elle l'a toujours fait dans la vie. » Louise remarqua une photographie encadrée sur le mur de la cuisine, une femme au visage serein, aux cheveux sombres et au même regard, profond qu'Antoine. « C'est elle ?» demanda-t-elle gentiment. « Oui, Madame Dubois, la meilleure personne que j'ai jamais connue. » Pendant que le poulet cuisait lentement sur la cuisinière à bois, emplissant la maison d'un arôme irrésistible, ils s'assirent sur la terrasse avec des tasses de café. Roch se coucha aux pieds d'Antoine, mais la tête posée près de Louise, comme s'il la considérait déjà comme faisant partie de ce petit cercle de confiance. « Et votre famille ?» demanda Antoine, rompant son silence habituel. Louise parla de ses parents, qui tenaient une petite librairie à Lyon, et de son jeune frère qui étudiait l'agronomie. Elle parla de ses études d'infirmière fraîchement terminées et de ses projets de travailler à la campagne, où les professionnels de la santé étaient plus nécessaires. « J'ai toujours voulu faire une différence dans la vie des gens, » expliqua-t-elle. « Dans une grande ville, on n'est qu'un visage de plus dans la foule. »« Ici, ton travail compte vraiment. » Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. « C'est pour ça que je ne suis jamais parti d'ici, même quand mon père insistait pour que j'étudie à la capitale. Cette terre, ces animaux... » « Tout ça dépend de moi. Il y a un sens à tout ça. » Le déjeuner fut servi sur la table de la cuisine, éclairé par la lumière qui entrait par la fenêtre ouverte. Le poulet fermier, cuit lentement avec du panais, des pommes de terre et des herbes, était délicieux. Ils mangèrent dans un silence confortable, occasionnellement rompu par les compliments de Louise sur la nourriture. « Ma tante sera impressionnée quand je lui raconterai que j'ai été sauvé par un fermier qui, en plus, cuisine mieux qu'elle. » plaisanta Louise en se resservant un peu de panais. Antoine sourit, un sourire authentique qui transforma complètement son visage habituellement sérieux. C'était comme voir le soleil apparaître derrière de lourds nuages, rares et étonnamment brillants. « Ne lui dites pas que le secret est de laisser le poulet cuire très lentement, » répondit-il en entrant dans le jeu. « C'est un secret, de famille. » Après le repas, pendant que Louise faisait la vaisselle en insistant que c'était le moins qu'elle puisse faire, Antoine alla dans la petite chambre et revint avec ses vêtements, maintenant propres et secs. « J'ai réussi à enlever presque toute la boue, » dit-il en lui tendant les vêtements soigneusement pliés. « Ils ne sont peut-être pas comme neufs, mais ils sont propres. » Louise prit les vêtements, sincèrement touchée par ce geste, simple. « Merci, vous pensez à tout. Je vais préparer Tonnerre pour le voyage. On peut partir dans une demi-heure si vous êtes prête. » En se changeant dans la chambre, Louise ressentit une étrange réticence à partir. En moins de 24 heures, cette maison simple, avec son odeur de café frais et de bois ancien, était devenue une sorte de refuge, et son propriétaire, avec ses gestes simples et ses mots mesurés, une présence qui, inexplicablement, la faisait se sentir en sécurité. Quand elle sortit de la chambre vêtue de ses propres habits,
Elle trouva Antoine sur la terrasse, regardant l'horizon. Il y avait quelque chose dans sa posture, une certaine solitude qui semblait faire partie de lui autant que ses yeux sombres ou ses mains calleuses. « Je suis prête », annonça-t-elle, essayant de paraître plus enjouée qu'elle ne l'était, vraiment. Sur le chemin de Borms, avec Louise de nouveau montée derrière Antoine, ils discutèrent plus que pendant tout le temps précédent. Elle raconta ses rêves de travailler comme infirmière dans des communautés rurales, et il parla des défis de maintenir une petite ferme de nos jours. De moins en moins de jeunes veulent rester à la campagne, commenta-t-il. Je ne les blâme pas. C'est une vie dure, sans beaucoup des commodités de la ville. Mais elle a ses compensations, répondit Louise, observant la beauté sauvage environnante. Ce ciel, cet air pur, en ville, j'en perds des fortunes pour des moments de paix comme celui-ci. Antoine resta silencieux quelques instants, comme s'il considérait ses paroles. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Pour moi, ça a toujours été juste. La vie. À mesure qu'ils approchèrent de Borms, Louise ressentait un mélange confus d'émotions. Elle était impatiente de rassurer sa tante en personne, mais une partie d'elle souhaitait que le voyage dure plus longtemps. Il y avait encore tant de choses qu'elle voulait demander à Antoine, tant d'histoires qu'elle aurait aimé entendre dans sa voix grave et posée. La maison de tante Régine se trouvait à la périphérie de Bormes, une construction à 2 étages, peinte en bleu clair, avec un jardin luxuriant où orchidées et fougères poussaient dans une harmonie sauvage. En voyant Tonnerre approcher, tante Régine courut au portail, les cheveux grisonnants attachés en un chignon désordonné et les yeux rouges de quelqu'un qui avait pleuré pendant des heures. « Mon Dieu, ma petite, tu m'as presque tué d'inquiétude » s'exclama-t-elle, serrant Louise dans ses bras dès qu'elle mit pied à terre. Antoine resta en retrait, toujours à cheval, comme s'il ne voulait pas s'immiscer dans ce moment familial. Louise, cependant, ne lui permit pas de simplement partir. « Tante, voici monsieur Antoine Dubois. Il m'a sauvé quand je suis tombé dans un vieux puits. Sans lui, tante Régine se tourna vers le fermier, ses yeux brillant maintenant de gratitude. « Descendez de ce cheval tout de suite, jeune homme. Je ne vais pas laisser le sauveur de ma nièce partir sans au moins boire un bon café et manger un morceau de mon gâteau. » Antoine tenta de refuser poliment, prétextant qu'il devait rentrer avant la nuit. Mais la détermination de tante Régine était une force de la nature. En quelques minutes, il se retrouva assis dans la grande cuisine de la maison, avec une part généreuse de gâteau devant lui et une tasse de café fort dans les mains. Pendant que Louise racontait à sa tante les détails de son aventure, atténuant les parties les plus effrayantes pour ne pas l'inquiéter davantage, elle observait discrètement Antoine. Il semblait déplacé dans cet environnement, ses larges épaules tendues sur la chaise délicate, ses mains rugueuses tenant la tasse en porcelaine avec un soin excessif, comme s'il craignait de la casser. Quand il réussit enfin à prendre congé, alors que le soleil commençait à baisser à l'horizon, Louise l'accompagna jusqu'au portail. « Merci pour tout, encore une fois ?» dit-elle en lui tendant la main. Antoine regarda sa main un instant avant de la serrer brièvement. Ce n'était rien. C'était tout, le corrigea-t-elle, soutenant son regard. J'espère pouvoir vous le rendre un jour. Il hocha la tête, monta sur Tonnerre et partit sans se retourner. Louise observa sa silhouette diminuer sur le chemin de terre, jusqu'à disparaître dans un virage, ressentant une étrange sensation de perte. Les 2 semaines suivantes passèrent lentement. Louise essayait de profiter de ses vacances, aidant sa tante dans le jardin, rendant visite à des connaissances au centre de Bormes et lisant les livres qu'elle avait apportés. Mais ses pensées revenaient fréquemment à cette ferme isolée et à son propriétaire solitaire. « Tu es bien distraite, ma petite », observa tante Régine un matin, alors qu'elles préparaient le déjeuner ensemble. « C'est à cause de ce jeune homme qui t'a sauvée, n'est-ce pas ?» Louise sentit son visage s'échauffer. « Je ne vois pas de quoi tu parles, ma tante. »« Allons, ne me la fais pas. Je suis vieille, mais pas aveugle. J'ai vu comment tu le regardais, et la façon dont il évitait de te regarder, ce qui en dit encore plus long. »« Il a juste été gentil, » insista Louise, coupant des tomates avec plus de force que nécessaire. « Gentil, c'est proposer de vous raccompagner. Ce qu'il a fait va bien au-delà » rétorqua la tante. « Savais-tu qu'on le surnomme le loup solitaire dans toute la région ? Il vient rarement en ville,
ne parle presque à personne. Quand le mari de la Z s'est cassé la jambe, il s'est occupé seul de leur troupeau pendant 1 mois, sans accepter d'argent. Mais toujours de loin, toujours seul. Ces mots restèrent avec Louise. Le lendemain matin, elle prit une décision, impulsive. « Tante, j'aurai besoin de ta voiture aujourd'hui. Je veux retourner au mas de la Belle Espérance. » Tante Régine sourit mais ne fit aucun commentaire. Elle lui tendit simplement les clés de la 2 CV bleue de 1968 qu'elle entretenait impeccablement et un pot de confiture de lait maison. « Pour le remercier de son hospitalité, » expliqua-t-elle avec une lueur malicieuse dans les yeux. Le chemin vers la ferme fut plus long que dans le souvenir de Louise, surtout en conduisant seule sur des routes de terre qui serpentaient à travers la garrigue. Quand elle aperçut enfin la maison en pierre à l'horizon, son cœur s'accéléra inexplicablement. Antoine était dans l'enclos, brossant tonnerre quand le bruit du moteur attira son attention. Le fermier leva les yeux, visiblement surpris de reconnaître la visiteuse. « Louise ?» Elle sortit de la voiture, tenant le pot de confiture comme un bouclier. « Désolé, d'arriver sans prévenir. Ma tante vous envoie ça. » Il s'approcha, s'essuyant les mains sur le chiffon qu'il portait à sa ceinture. « Il ne fallait pas vous déranger. »« Ce n'est pas un dérangement, » répondit-elle en lui tendant le pot. « En fait, je suis venue parce que je voulais voir comment vous alliez. » Antoine l'observa avec une intensité qui la fit détourner le regard. « Je vais comme d'habitude. Et vous ? » ?»« Bien. Reposé. Mais... » Louise prit une profonde inspiration. « Je n'arrête pas de penser que je vous dois quelque chose. Je n'aime pas laisser des dettes en suspens. » Un léger sourire apparut sur son visage. « Vous ne me devez rien. » « Alors considérez ça comme un échange, » proposa-t-elle, avec une détermination qui les surprit tous les deux. « Vous m'apprenez un peu la vie à la ferme, et je vous aide aux travaux pendant cette semaine. Après, je retournerai à Lyon la conscience tranquille. » Antoine l'étudia un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer ses véritables intentions. Finalement, il acquiesça. « Si c'est ce que vous voulez. Mais le travail ici est rude. »« Je suis plus forte que je n'en ai l'air, » les assura-t-elle. Et c'est ainsi que commença une semaine qui les changerait tous les deux plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Les premiers jours, Louise se limita à des tâches plus simples. Aider en cuisine, balayer la cour, nourrir les poules. Mais bientôt, sa curiosité et sa détermination la poussèrent vers des tâches plus ardues. Antoine, d'abord réticent à la laisser faire des travaux plus lourds, fut surpris par sa persévérance. Quand elle insista pour apprendre à traire, il céda, riant discrètement de ses tentatives maladroites avec la vache la plus docile du troupeau. « Ça ne marche pas », se plaignit-elle, après plusieurs minutes sans obtenir plus que quelques gouttes de lait. « Vous vous y prenez mal », expliqua-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « C'est un mouvement comme ça. » Ses mains couvrirent les siennes, la guidant, et soudain, le lait gicla dans le seau. Louise rit, enchantée, tournant le visage pour le regarder. Ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir sa respiration, voir les petits détails de ses yeux marrons, les minuscules lignes autour, le ton plus clair près de la pupille. Un instant, le temps parut suspendu. Antoine s'écarta le premier, se relevant brusquement. « Vous avez pris le coup, » dit-il, la voix plus rauque que d'habitude. « Continuez à vous entraîner. » Jour après jour, Louise remportait de petites victoires. Elle apprit à sceller tonnerre seule, à reconnaître quand le fromage était à point, à réparer une clôture cassée. Chaque nouvelle compétence était célébrée par un sourire d'approbation d'Antoine, qui devenait de plus en plus fréquent. Les soirées étaient remplies de conversations sur la terrasse, sous un ciel étoilé qui semblait infini. Il racontait des histoires de la ferme, des sécheresses et des pluies abondantes, des animaux qu'il avait élevés. Elle parlait de la ville, de ses études, de ses rêves d'une vie avec plus de sens. « Je n'aurais jamais pensé que j'aimerais autant le travail de la terre », avoua-t-elle une de ces nuits. « C'est fatigant, mais à la fin de la journée, on sent vraiment qu'on a fait quelque chose de concret. C'est une vie honnête, acquiesça-t-il. Pas toujours facile, mais jamais vide. » Dans la cuisine, Louise commença à préparer des plats que sa grand-mère lui avait enseignés. Un ragoût de légumes racines, des sablés, une confiture de potimarron. La maison, autrefois si spartiate,
avait maintenant des fleurs sauvages dans des bouteilles en guise de vase, des nappes colorées sur la table, et le son du rire de Louise qui résonnait sur les murs de pierre. Le vendredi, veille du jour où Louise avait prévu de retourner chez sa tante, le ciel se leva avec de lourds nuages qui promettèrent la pluie. Elle se réveilla tôt, comme elle en avait pris l'habitude cette semaine-là, et trouva Antoine déjà dans la cuisine, préparant le café. « Bonjour », le salua-t-elle en attachant ses cheveux en une queue de cheval improvisée. « On dirait qu'il va pleuvoir. »« Oui », confirma-t-il en regardant par la fenêtre. « Et fort. Je dois finir de réparer le toit de la bergerie avant que ça ne commence. »« Je peux aider », proposa Louise en se servant un café. Il l'observa un moment comme s'il était encore surpris par sa disposition au travail pénible. « Ça va être dangereux avec le temps qui change. Mieux vaut rester ici. »« Je ne suis pas en sucre, Antoine », rétorqua-t-elle avec un sourire de défi. « Je ne vais pas fondre sous la pluie. » Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. C'était quelque chose qui était devenu plus fréquent ces derniers jours, cet adoucissement de ses traits habituellement si sérieux. « Têtu comme une mule. J'ai appris du meilleur, » répondit-elle, le faisant rire doucement. Ils travaillèrent ensemble sur le toit de la bergerie, remplaçant les tuiles cassées et renforçant la charpente. Les mains de Louise, autrefois si délicates, arboraient maintenant des callosités, naissantes et de petites égratignures, qu'elle considérait avec une étrange fierté. La semaine de travail physique avait donné un ton doré à sa peau et une nouvelle force à ses muscles. Ils finissaient de ranger les outils quand ils entendirent le bruit d'un moteur approcher. Une Jeep verte délavée apparut sur le chemin, de terre soulevant la poussière. « C'est Joachim », dit Antoine reconnaissant le véhicule, le propriétaire de la ferme voisine. L'homme qui descendit de la Jeep était de quelques années plus âgé qu'Antoine, avec des cheveux grisonnants sur les tempes et un sourire facile qui contrastait avec le sérieux habituel du fermier. En voyant Louise, il haussa les sourcils, de surprise. « Tiens, Dubois, je comprends enfin pourquoi tu refuses mes invitations à la pêche. Bonjour, mademoiselle. Joachim Mendes, à votre service. » Louise rougit légèrement en serrant la main tendue. « Louise Mercier, enchantée. »« Le plaisir est pour moi, » répondit Joachim, regardant de Louise à Antoine avec une curiosité à peine déguisée. « Je ne savais pas que notre amie avait de la visite. »« Mademoiselle Louise est juste de passage, » clarifia Antoine, son ton plus sec que d'habitude. « Elle est venue me remercier pour un service rendu. »« Ah oui, vous devez être la jeune fille du puits, » et s'exclama Joachim claquant des doigts, comme s'il avait résolu une énigme. Tout le village parle de la façon dont notre loup solitaire s'est transformé en héros de contes de fées. Louise regarda Antoine, confuse. Loup solitaire? Joachim rit, apparemment inconscient de l'inconfort croissant d'Antoine. C'est comme ça que les gens l'appellent par ici. Toujours dans son coin. Il ne vient presque jamais en ville. Quand on a su qu'il avait sauvé une jeune femme d'un puits, on a cru que c'était une histoire de lazette qui exagère tout. Mais je vois que c'est vrai. Tu es venu pour une raison précise, Joachim, l'interrompit Antoine, souhaitant clairement changer de sujet. Ah oui, je suis venu te prévenir que le pont sur le ruisseau menace de céder avec les dernières pluies. Si tu as besoin d'aller en ville ces prochains jours, il vaut mieux prendre le chemin de la colline. Pendant que les hommes discutaient d'itinéraires alternatifs et de prévisions de pluie, Louise observait Antoine avec de nouveaux yeux. C'était donc ainsi que les gens le voyaient, comme un solitaire, distant, presque une légende locale. L'homme qu'elle avait connu cette semaine-là, cependant, était bien plus complexe. Gentil à sa manière réservée, patient en enseignant, doté d'un sens de l'humour subtil qui ne se révélait que dans les moments les plus inattendus. Après le départ de Joachim, un silence inconfortable s'installa entre eux. Les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, lourdes et espacées, annonçant l'orage imminent. « Rentrons avant que la pluie ne s'intensifie », dit Antoine, sans la regarder directement. En sécurité sur la terrasse, ils regardèrent. La pluie se transformait en un rideau dense qui estompait le paysage. Le tonnerre grondait au loin et des éclairs occasionnels illuminaient le ciel assombri. « Pourquoi les gens t'appellent-ils comme ça ?» demanda finalement Louise, incapable de contenir sa curiosité. « Le loup solitaire. »
Antoine resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse que d'habitude, presque perdue dans le son de la pluie. « Parce que c'est ce que je suis. J'ai toujours préféré la compagnie des animaux et de la terre. Les gens compliquent tout. Pourtant, tu m'as sauvé, observa-t-elle. Tu as pris des risques pour une parfaite inconnue. » Il haussa les épaules, comme si c'était sans importance. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, Antoine, ce n'est pas vrai et tu le sais. Louise se tourna pour le regarder directement. Tu es plus que ce que les gens pensent, plus que ce que tu crois être toi-même. Le regard qu'il lui lança était rempli d'une vulnérabilité qu'il ne lui avait jamais permis de voir auparavant. Un bref instant, les défenses qu'il maintenait érigées semblèrent s'abaisser, révélant un homme qui, sous son apparence rustique et ses rares paroles, cachait une profondeur de sentiment que peu soupçonnaient. « Vous voyez des choses qui n'existent pas, Louise, » dit-il, mais sans conviction. « Je vois exactement ce qui existe, » rétorqua-t-elle doucement. « Un homme bon qui, pour une raison ou une autre, a décidé de se cacher du monde. » La pluie s'intensifia, se transformant en une véritable tempête. Un coup de tonnerre particulièrement fort fit trembler la maison, et les lumières clignotèrent avant de s'éteindre complètement. « Panne de courant », constata Antoine en se levant. « Je vais allumer les lampes. » À la lumière dorée et tremblotante des lampes à pétrole, la maison prit une atmosphère presque magique. Les ombres dansaient sur les murs, et le son de la pluie sur le toit créait une mélodie constante et réconfortante. Ils préparèrent ensemble un dîner simple, avec ce qu'il y avait dans le garde-manger, du riz, des haricots déjà cuits, qu'il suffisait de réchauffer, et du saucisson. Fumé. Ils mangèrent à la table de la cuisine, parlant à voix basse, comme s'ils craignaient de briser l'enchantement de ce moment suspendu dans le temps. « Je devrais rentrer demain chez ma tante », commenta Louise, en fixant son assiette presque vide. « Mais avec cette pluie et le pont endommagé, vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, » répondit Antoine, son regard croisant le sien brièvement avant de se détourner. « La maison est simple, mais il y a de la place. » Un silence confortable s'installa entre eux, rempli seulement par le tambourinement de la pluie et le grondement occasionnel d'un tonnerre lointain. Louise réalisa qu'en une seule semaine, elle s'était habituée à cette routine, à cette maison, à la présence silencieuse mais constante d'Antoine. « Vous savez, » commença-t-elle en jouant avec sa cuillère dans l'assiette vide, « quand j'ai décidé de venir ici, c'était juste pour vous remercier et peut-être aider un peu en retour. Mais maintenant, l'encouragea-t-il, alors qu'elle hésitait. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. » Louise leva les yeux pour le regarder. Une simplicité qui a plus de sens que toute l'agitation de la ville. Un but clair à chaque lever de soleil. Antoine l'observait avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. « La vie ici est dure, Louise. Elle n'a pas les facilités auxquelles vous êtes habituée. »« Peut-être que j'étais fatiguée des facilités, » répondit-elle en soutenant son regard. « Peut-être que j'avais besoin de découvrir de quoi j'étais vraiment capable. » Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua la maison, faisant vaciller la lampe. Dehors, la tempête atteignait son apogée, mais à l'intérieur de ces murs simples, un calme étrange s'était installé. Le calme qui précède non pas une tempête, mais une révélation longtemps attendue. « Mon bus pour Lyon part lundi, » dit Louise, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je devrais être dedans. » Antoine resta silencieux, son visage partiellement caché par les ombres dansantes. Quand il parla enfin, sa voix avait une qualité nouvelle, presque vulnérable. « Si tu veux, il y a une place pour toi ici. » Aussi simple que ça, sans grande déclaration ni promesses élaborées. Juste une offre honnête, directe comme tout ce qu'il faisait. Louise sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Non pas l'excitation passagère d'une passion soudaine, mais quelque chose de plus profond, de plus permanent. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle, avec la même simplicité. Cette nuit-là, alors que la tempête se calmait progressivement à l'extérieur, quelque chose de nouveau naissait à l'intérieur de la simple maison en pierre. Ce n'était pas seulement le début d'une romance, mais la reconnaissance de deux âmes qui, de manière improbable,
avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin. Lui, la joie et la chaleur humaine qui manquaient depuis si longtemps à sa vie solitaire. Elle, un but et une connexion à la terre que la ville ne pourrait jamais lui offrir.